CEDEC est un jeune collectif français décolonial créé en 2023. Il vise à lutter contre le racisme et les violences d'État en Palestine et se mobilise pour la fin de l'apartheid en Israël et de l'occupation en Palestine. CEDEC en hébreu renvoie au concept de justice. Militant contre le Front National ou encore contre les violences policières et l'islamophobie en France, avec CEDEC, Jonathan cherche à construire et à porter un front juif antiraciste et décolonial. Alors bonjour à toutes et à tous, et avant tout je tenais à dire que c'est vraiment un honneur d'ouvrir le bal sur ce haut lieu de la résistance qui en perpétue la tradition de belle manière. Et j'ai une certaine pression avec ça. Privilégiant l'intérêt commun à celui du développement personnel, l'emploi de la première personne n'est pas dans mes habitudes lors de mes interventions, du moins jusqu'au moment de l'interaction avec le public où je peux au demeurant préciser si nécessaire que je ne parle qu'en mon nom. Et je tiens à préciser qu'aussi modeste soit-elle, ma trajectoire est avant tout le fruit de rencontres, d'interactions sociales et d'un héritage familial et politique sans lesquels rien ne sera jamais possible, et faute de quoi, je ne m'exprimerai pas devant vous. Aussi que cette implication paraît tout simplement dérisoire si on la compare à celle d'autres intervenantes et intervenants qui vont suivre. Âgé aujourd'hui de 37 ans, je m'appelle Jonathan, je suis militant juif antifasciste et anticolonialiste chez Tzedek. Né à Paris d'une famille juive ashkénaze du côté paternel et allemande d'origine tchèque du côté maternel, tous deux militants, je suis donc, si j'ose dire, un contre-produit de la Seconde Guerre. Enfant déjà, je me politise avec les guignols de l'info, Groland, et je lis les images de Charlie Hebdo du temps où ils en valaient encore la peine. L'envie de militer me vient plus concrètement... Ah, attends, un petit peu plus doucement, d'accord. Pardon. L'envie de militer me vient plus concrètement après l'électrochoc de 2002 lorsque Jean-Marie Le Pen accède au second tour, puis en 2003 suite à l'invasion de l'Irak par les États-Unis où je sèche pour la première fois les cours pour aller manifester, et enfin les émeutes de 2005 où des amis ont été condamnés pour des faits inexistants. Cette même année, je m'abonne au Monde Diplo. Issu de la classe moyenne, j'ai grandi à Orléans, dans un quartier populaire cosmopolite et une ville marquée très tôt par des dérives autoritaires au nom de la sécurité, qu'on appelait le laboratoire personnel de Nicolas Sarkozy. Cet environnement et les relations sociales qui en découlent ont fortement influencé ma vision. Confronté à un déni et à une méconnaissance historique de ce qu'est le racisme, je reste distant de ce que certaines et certains qualifient d'entre-soi militants et je préfère créer des cadres d'éducation populaire. C'est aussi pour ces raisons que j'ai toujours privilégié l'autonomie politique des luttes, peu importe le combat mené. Dans les années 2010, je suis l'ensemble des mobilisations de Notre-Dame-des-Landes à Nuit debout, engagées contre les violences policières, en faveur du soutien des personnes colonisées en Outre-mer, contre l'islamophobie, dans le mouvement de la loi travail, tout en me tenant généralement en retrait, évoluant dans un microcosme social éloigné de cet environnement. Après une série d'actes islamophobes laissés sans réponse à Orléans, nous créons un collectif d'éducation populaire qui rencontre un franc succès. Et je m'engage parallèlement au sein du collectif Justice pour Angelo, jeune gitan abattu. Pardon. Je m'engage parallèlement au sein du collectif Justice pour Angelo, jeune gitan abattu de 5 balles par le GIGN pour aucune autre raison que ses origines. En adhérant à l'Union juive française pour la paix, je rencontre une de mes deux familles politiques avec l'antiracisme et 3 amis devenus proches avec qui nous réfléchissons à l'idée de créer un collectif plus jeune en lien direct avec cette même organisation. Parallèlement, c'est dans le mouvement des Gilets jaunes, où je m'engage dès le début, que je prends réellement plaisir pour la première fois à militer et que je rencontre des militants antifascistes avec une ligne et une méthode d'organisation sérieuse. Pendant 8 ans, la France a été secouée par des mouvements sociaux qui prennent parfois des tournures pré-insurrectionnelles sur l'ensemble des sujets de société. J'y prends part à chaque fois, au prix de blessures minimes, éclats de grenades, tirs de LPD, des coups de matraque à répétition, d'amendes ou d'arrestations arbitraires qui fort heureusement n'auront aucun autre impact que de renforcer notre et ma détermination. Par ailleurs, je rencontre d'autres juives et juifs avec qui nous partageons la même ligne politique et le besoin de renouer avec une tradition révolutionnaire souhaitant faire de nos judéités un élément central dans nos luttes en leur faisant porter un projet d'émancipation. Après plusieurs mois de réflexion, de travail, nous rédigeons un manifeste qui définit l'axe principal de notre identité. Contre le racisme d'État, l'islamophobie
la xénophobie envers les exilés, l'antiséganisme ou encore la négrophobie. Contre l'antisémitisme et son instrumentalisation, contre l'apartheid et la colonisation en Palestine qui se matérialise actuellement par un génocide justifié au nom de nos identités juives. Ce combat, c'est aussi celui de la réappropriation de la beauté, de la richesse et de la diversité de nos identités juives diasporiques en les opposant au sionisme et sa volonté mortifère d'uniformiser les juifs et les juifs derrière un bloc monolithique rangé en faveur d'un État suprémaciste et colonial. Il ne nous reste plus qu'à trouver un nom. Une proposition spontanée retient notre attention. Tzedek. Ce terme, qui signifie justice en hébreu, renvoie au besoin de justice au sens social du terme et donc à la préfiguration d'un monde plus juste. C'est sans hésitation que nous choisissons la date du 10 juin 2023 durant la manifestation qui commémorait les 10 ans de la mort de Clément Méric, militant antifasciste tué par un néo-nazi, parce que l'antifascisme fait partie intégrante de notre colonne vertébrale. C'est parce que nous revendiquons l'héritage des combats menés par le Bund, par la Fédération ouvrière de Thessalonique, par le groupe Manouchian, par des figures telles que Masha Ravin, Emma Goldman, Hannah Arendt, Marek Edelman, des anticolonialistes tels que Abraham Serfati, Ilan Halevi, des juifs sud-africains engagés contre l'apartheid comme Ruth First, Joe Slovo et tant d'autres que nous luttons. Appartenir à une minorité dans laquelle nous sommes nous-mêmes minorisés, même marginalisés, n'est pas chose facile. Certains y perdent même leurs liens familiaux. Nous sommes aussi constamment attaqués par des organismes pseudo-représentatifs de nos communautés, ainsi que l'ensemble des sphères réactionnaires, allant du printemps républicain, qui va jusqu'à remettre nos judéités en cause en une de francs-tireurs, à des fascistes purs et durs qui me harcèlent, me menacent de mort quotidiennement sur mon téléphone. C'est un honneur. Quelle fierté d'être constamment diffamé et menacé par l'ensemble d'un bloc raciste et approuvé par celles et ceux qui résistent, non seulement des antiracistes et des antifascistes, mais aussi une multitude de personnes engagées dans la lutte des classes, contre la pauvreté, engagées dans le féminisme, l'écologie ou encore le combat des LGBT. Tzedek, c'est aujourd'hui 250 membres répartis sur l'ensemble du sol hexagonal avec des antennes dans plusieurs villes. En dehors du militantisme, nous organisons d'autres événements. Ciné-club, concerts, conférences, colloques, fêtes juives, des shabbats hebdomadaires, des ateliers de cuisine, de sérigraphie et bientôt boxe et autodéfense afin d'anticiper les attaques éventuelles du camp adverse. Il serait bien long et peu pertinent d'étaler tout notre CV après 2 ans d'existence, alors qu'un long chemin reste à parcourir, que le fascisme frappe à la porte de l'ensemble des nations et qu'une révolution reste à faire. Petits enfants de déportés, de rescapés des camps ou des pogroms, de populations colonisées, exilées de force, nous sommes pourtant une infime minorité en France à se positionner vraiment contre le génocide à Gaza et la colonisation qui continue en Palestine. La résistance est tout sauf génétique. Elle est le fruit d'une construction idéologique sans laquelle nous pouvons nous-mêmes être amenés à reproduire des schémas similaires de domination, de racialisation, de déshumanisation ou encore de bestialisation. Dire plus jamais ça lorsqu'on invoque la barbarie nazie ou le génocide juif, en omettant par ailleurs souvent celui subi par les tziganes, ce n'est pas une phrase vaine. C'est une ligne de conduite destinée à être une arme mémorielle. Et celle-ci ne peut se faire qu'avec une analyse matérielle des mécanismes qui ont poussé l'Europe vers l'obscurité. Où sont les plus jamais ça? Et que valent les hommages à la résistance lorsque l'on dissout des groupes antifascistes? Que l'extrême droite et ses idées bénéficient d'une couverture médiatique complaisante à longueur de journée sur énormément de médias mainstream et qu'une partie de la classe politique reprend aujourd'hui ces idées. Leur vision du plus jamais ça, elle n'empêche pas l'extrême droite d'atteindre un score qui est aujourd'hui vertigineux. La mise en place de lois qui visent spécifiquement une communauté, un virage autoritaire qui se manifeste par la répression des luttes ou encore la chasse aux exilés et même un soutien inconditionnel à un État génocidaire dans un premier temps et dans l'autre,
celui de la dissolution de l'organisation la plus importante du mouvement de solidarité envers la Palestine, à qui nous adressons encore notre soutien. Dire plus jamais ça, en pensant au peuple palestinien et à la colonisation ou l'apartheid en Palestine historique et en Cisjordanie, ça n'enlève en rien les dimensions propres de chaque génocide. Soyons clairs, on ne parlera jamais trop de la Shoah qui possède incontestablement ses singularités de par son exploitation mécanique de l'extermination. Au même titre qu'on ne parle pas trop des génocides liés à la colonisation, de la traite négrière, des génocides arméniens ou bosniaques, comme on ne parle pas trop de Gaza à l'heure où nous assistons de manière impuissante au premier génocide quotidiennement documenté en temps réel, notamment par celles et ceux qui le subissent. Et pour finir, on ne glorifiera jamais trop ni assez la résistance antifasciste et anticolonialiste, ni la mémoire des justes contre les bourreaux. Plus jamais ça, c'est partout là où la dignité humaine, Plus jamais ça, c'est partout là où la dignité humaine est bafouée, au-delà même des génocides, des épurations ethniques et de l'ensemble des guerres impériales qui frappent aujourd'hui le globe. C'est un appel à résister par tous les moyens décents possibles et imaginables, en commençant ici et partout là où nous sommes. Justice pour toutes et tous, et une pensée encore une fois forte au peuple palestinien et à toutes les personnes qui entretiennent la résistance antifasciste. Et un grand merci aux traducteurs, pour qui ça n'a pas dû être facile. Sophie Heinrey est AESH, accompagnante d'enfants en situation de handicap. Elle est aussi le porte-parole du collectif des femmes des salariés de l'usine Prysmian Draca de Calais. En novembre 2023, cette usine qui fabrique de la fibre optique et où sont salariés leurs conjoints annonce un plan social et sa fermeture. Solidaires, engagées aux côtés de leurs familles, ces femmes se rassemblent, s'organisent et organisent la riposte. Elles rappellent qu'un plan social, qu'une fermeture d'usine touche d'abord un salarié, mais aussi toute une famille et tout un territoire. Sophie Heinrey. Bonjour à tous. Nous sommes honorés d'être présentes en ce lieu magique avec vous tous aujourd'hui. Depuis presque 2 ans, je porte la voix d'un collectif de femmes, celle des licenciés de Calais, celle des oubliés. Nous sommes 27 femmes, 27 calaisiennes, des Hauts-de-France. Nous nous sommes élevés devant une multinationale, numéro 1 mondial, du câble à fibre optique. À l'annonce de la fermeture de l'usine de nos époux, il était impossible pour nous de faire silence, de subir, de rester spectatrices de ce désastre. Mes mots en ce jour seront ceux de mes sœurs de collectif, parce que désormais, nous ne sommes plus qu'une. Mais avant de vous parler de nous, je dois avant tout vous parler d'elle et de lui. 1914-1918, la guerre. Marie Sauvage a 18 ans. Elle use ses souliers nuit et jour dans Calais pour alimenter les ventres vides des Alliés. Quelques miches de pain, du saindoux, et elle remplit les corps des résistants et prend tous les risques pour sa vie. Sous sa candeur, armée de ses grands yeux bleus, de ses longs cheveux, elle arpente les chemins sombres longtemps, et la résistance devient alors pour elle une forme d'existence. Femme de courage, femme dans l'ombre, elle résiste encore aujourd'hui dans ma mémoire. Marie était mon arrière-grand-mère. 1939-1945, Seconde Guerre. Auguste Lapôtre, agent de liaison à Calais pour la Résistance, il déjoue les plans de l'ennemi envahissant et participe au sabotage. La Résistance le nomme l'homme. L'homme est devenu une figure emblématique de la résistance calaisienne par sa ténacité et son courage. Auguste était mon grand-père.
2023, autre résistance, notre guerre à nous. 27 femmes calaisiennes s'élèvent devant une multinationale mafieuse. Nos époux ont été les martyrs du capitalisme pendant des décennies. Ils ont sacrifié leur corps pour être abusés. Du jour au lendemain, ce groupe perverse, immoral, licencie nos époux à profit avec des bénéfices outrageux. Les machines s'arrêtent lentement un matin de novembre au rythme ralenti des cœurs de nos maris. Nos époux ont été des chiffres, des dividendes, de la chair à canon. Et pour nous, les 27 femmes, trop souvent, les coupables ont été glorifiés aux dépens des persécutés. Mais ce jour de novembre 2023, la torture mentale, le chagrin, la résignation ont laissé place à la colère, à l'indignation et à la résistance. Nous sommes devenus alors les boucliers de nos maris. Aujourd'hui, la lutte s'étend avec pour moteur le mépris des femmes et des enfants, des familles, pendant un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE. Aujourd'hui, nous ne sommes pas une paire de seins, nous ne sommes pas des candides ou des gestantes. La solitude et la peur sont devenus nos alliés. Parce que je refuse qu'on mésestime mon amour à moi, parce que je refuse qu'on le méprise. Je veux être son bouclier contre les obus du capitalisme. Je veux être sa tempête contre les actionnaires véreux. Parce que nous, femmes, épouses et mères, nous alimentons les ventres vides depuis toujours. Nous soignons les esprits torturés depuis toujours. Avec notre arme la plus puissante, notre incommensurable amour. Nous enfantons le monde de nos utérus et notre âme alors tout entière devient protection. Nous avons mené des actions tout ce temps pour dénoncer cette injustice. Nous avons subi, nous avons été usés, abusés aussi. Et pour la première fois en France, les portraits des 27 femmes calaisiennes ont été collés à la sortie de l'usine de nos époux licenciés. Parce que nous aussi, on existe. Pour la première fois en France, pendant les négociations de ce PSE de la honte, les femmes des licenciés de Calais ont passé 16 jours dans le froid de l'hiver du Nord. À bout de souffle, souvent malades, mais toujours debout. Nous avons accompagné nos époux, nous avons dénoncé les propositions malhonnêtes de ce groupe et nous avons soutenu la délégation qui était au front. 7 fois à terre, 8 fois debout. Paris nous a accueillis le 8 mars pour la Journée internationale des droits de la femme. Paris nous a entendus, nous a compris et nous savons désormais que rien n'est impossible. Paris et sa sororité ont été des caresses sur nos plaies à vif. Valentin Deporter, Pierre Miss, 2 hommes ont décidé de nous filmer un matin de novembre 2023. Depuis, ils ont mis en lumière notre lutte avec le film Nos hommes. Cette mise en lumière est un sillon marquant dans la lutte acharnée des épouses de licenciés en France. Parce que nous aussi on existe. Nous ne resterons plus invisibles. Nous méritons une plage de choix. Celle d'être libres face au capitalisme, face à l'injustice. Nous gardons en mémoire que nous sommes l'héritage des souliers usés pour remplir les ventres vides. Et nous sommes toutes aujourd'hui des Marie l'apôtre. Nous ne resterons pas figés, nous tirerons les leçons du passé.
Parce que ce souvenir, c'est faire vivre l'esprit de la résistance. C'est reconnaître que les combats d'hier trouvent les échos puissants dans ceux d'aujourd'hui. Et nous porterons à notre tour la flamme de la renaissance, de la reconstruction, pour une société plus juste, plus égalitaire. La résistance des 27 Calaisiennes, c'est leur détermination à ne pas céder. C'est la résistance des 27, c'est leur force inébranlable. C'est leur courage d'affronter la solitude et le refus du fatalisme. Quand les femmes relèvent la tête, c'est toute la société qui se tient un peu plus droite. Celle d'hier, héroïque et souvent silencieuse. Celle d'aujourd'hui, tenace et collective. Celle de demain que nous construirons ensemble. En nous souvenant qu'à chaque époque, les femmes ont été là et qu'elles y seront encore. On dit que la guerre appartient au passé et qu'en France, les obus se sont tus. Mais aujourd'hui encore, dans le chaos du capitalisme, ce sont des bombes qui explosent, des plans sociaux, des fermetures d'usines et les cordes au cou de nos maris au fond du garage. Alors, nous ne portons pas d'uniforme. Notre seul blindage reste notre dignité. Nous serons nos propres remparts à toute forme de violence ou d'abus. Notre chaîne humaine ne fait que commencer. Elle refuse de rompre. Elle est solide. Et ensemble, nous serons le souffle d'une main tendue. Nous serons le souffle d'un cri lancé. Et nous serons le souffle d'un poing levé. Tant qu'il y aura de l'injustice, il y aura résistance. Aussi, aujourd'hui, honorons la mémoire de ceux qui ont perdu la vie en ces lieux et ensemble, résistons. Merci. Alberto Pianelli. Beto est argentin. Il est le secrétaire du syndicat du métro de Buenos Aires et responsable de la centrale des travailleuses et travailleurs d'Argentine. Depuis plus d'un an et demi, depuis l'arrivée du président Javier Milei, la situation sociale en Argentine, c'est ultralibéralisme, privatisation, politique d'extrême droite, réinterprétation voire négation de l'histoire, violences et attaques constantes contre les femmes, les travailleuses et les travailleurs, contre les pauvres ou les minorités, la liste est longue. Beto Pianelli vient aujourd'hui nous parler de cette réalité et surtout des luttes qui s'organisent là-bas. Je veux commencer par remercier aux organisateurs et organisatrices de cet événement par l'invitation et le plaisir de vous connaître, d'avoir le plaisir, l'opportunité de partager ces jours-ci avec vous. Pour moi, ça a été extrêmement émouvant. Et depuis cet endroit-là, j'aimerais vous partager avec vous quelques mots. Je viens d'Argentine. C'est un pays qui est très connu par le football. Tout le monde connaît Maradona, Messi. Et quelques-uns en ont souffert. Mais aussi, c'est le pays des mères de Place de Mai, des grands-mères de Place de Mai, des enfants de détenus, de disparus, et aujourd'hui même des petits-enfants de détenus disparus. C'est le pays dans lequel, après le génocide, qui a été le résultat de la disparition de 30 000 camarades, la résistance est arrivée, on a réussi de générer
el juicio y castigo le a, juge, a una le parte muy procès importante de los et le represores, châtiment à une grande partie de los genocidas. des génocides, des génocidaires, des Hay responsables du génocide. 1200 Il y a 1200 militares y militaires civiles et civils responsables de ce génocide enjuiciados, qui sont en condenados procès, condamnés y presos et en prison. en cárceles comunes. Et dans des prisons à titre normal. Es también el país C'est aussi le pays donde où il y a, en nuestro ADN dans notre ADN, está el nunca más. il y a le plus jamais ça. Está el ni olvido ni perdón, Ni oubli, justicia, ni pardon, justice. y en el cual Et dans lequel también hemos il y a aprendido aussi nous avons appris que los tiros y las bombas que les fusils, les balles et les bombes no son solo ne sont pas seulement responsabilidad responsabilité de los que la tiran, de ceux et celles qui les ont es decir, jetés, de los c'est-à-dire militares, des militaires, sino mais aussi de los civiles, des civils, sino también, mais également, como en nuestro caso, comme c'est le cas en Argentine, de los que han de avalado ceux et celles cultural, religiosamente, qui ont ese tipo de represiones. justement, de façon aussi de l'Église aussi, qui a soutenu justement cette répression également. Por eso siempre decimos C'est pour ça qu'on dit toujours que las dictaduras en nuestro que les continente dictatures dans notre no fueron continent solamente militares, n'ont fueron pas été que militaires. cívicos, Elles ont été militares civiques, y militaires clericales. et cléricales. Esa experiencia Cette expérience-là, es la que está arraigada c'est celle qui est enracinée en nuestra sociedad, dans notre société, que llevó a que el día del qui nous golpe, a amené à que le jour du los coup d'État, 24 de marzo, les 24 mars, toda la gente salga a la calle les a 24 mars, expresar tout le monde sort dans el les rues repudio à con exprimer sus familias, con le sus hijos, rejet avec leurs familles, leurs enfants, que meses anteriores en las escuelas nuestros hijos et même que des mois debatan avant, justement, dans sobre les lo que écoles, fue il y a des ese débats golpe militar. justement sur le sujet du coup d'État du 24 mars 1976. y que más allá Et de bien los au-delà intentos de la ultraderecha des essais, des tentatives de l'extrême droite de querer minimizarlo, de querer vouloir minimiser, decir de que esto dire es una cuestión del pasado, que cette histoire-là, c'est du passé. nosotros siempre Nous, sostenemos on maintient que la memoria que la mémoire, no es un tema del pasado, ce n'est pas un sujet du passé, es un tema del futuro. c'est un sujet du futur. Un viejo compañero, Un vieux desaparecido, camarade qui est disparu, periodista, journaliste, fue el director il a été le directeur del diario du journal de la central de sindical la centrale syndicale de Argentina, l'Argentine à l'époque, Rodolfo Walsh, Rodolfo Walsh, un escritor, un periodista. écrivain, journaliste. Él siempre decía Lui, il disait toujours que las clases que dominantes les classes dominantes, quieren elles veulent que no tengamos memoria, qu'on n'ait pas de mémoire. que siempre empecemos de Que cero. toujours, qu'à chaque fois, on recommence depuis zéro. Así la realidad Et comme ça, la réalité, aparece como propiedad privada. elle apparaît comme une propriété privée. Efectivamente, eso es Effectivement, lo que tenemos que evitar. C'est ça que nous devons éviter. La memoria sirve La mémoire, elle para sert aprender de pour los apprendre errores, des erreurs, para saber pour quiénes savoir son nuestros qui enemigos sont nos ennemis, y para et pour fundamentalmente principalement poder desarrollar nuestro pouvoir imaginario développer notre imaginaire, de la búsqueda, de de la la lucha recherche, des luttes, por vivir en una pour sociedad vivre dans une más société justa, plus más juste, libre plus libre, para nosotros pour y nous para nuestros et hijos. pour nos enfants. Esa lucha Cette lutte-là, hoy en aujourd'hui, la Argentina, cuando l'Argentine, quand muchos de esos genocidas están justement muertos o se beaucoup mueren, de ces están responsables du muriendo, génocide sont morts ou même ils sont en train de mourir, muchos
beaucoup d'entre eux, de ces mères que han dado esa pelea qui ont también lutté por una cuestión pour biológica, cette question presque nos van biologique, dejando. elles sont en train de partir. Pero la lucha sigue Mais adelante. la lutte, elle continue et elle est devant. Hay 300 niños nacidos Il y a en cautiverio 300 enfants nés cuando sus padres en prison quand leurs parents estaban secuestrados, étaient séquestrés, que fueron apropiados qu'ils ont été appropriés por sus represores. par les tortionnaires. 139 de ellos 39 d'entre eux et elles han recuperado ont su récupéré identidad. leur identité. La lucha La lutte de las abuelas, des de las grands-mères, organizaciones des sociales, organisations sociales, de los equipos des técnicos, équipes techniques. llevaron a que podamos On est arrivé aujourd'hui recuperar on a pu récupérer 139 139 niños enfants que hoy qui saben aujourd'hui savent quiénes fueron sus qui ont padres, été leurs parents. qué fue de la vida, no saben qué fue de la vida de ellos Bon, ils o ne savent de pas su muerte, qu'est-ce qu'ils sont devenus, enfin surtout pero comment ils sont conocieron morts, a sus mais au abuelos, moins ils su ont pu historia. rencontrer leurs grands-parents et leur histoire. No vamos a detenernos On ne va pas s'arrêter là. para tratar Pour de encontrar essayer, a los que quedan. on va continuer à rechercher ce qui encore on n'a pas trouvé. Muchos de ustedes Beaucoup d'entre vous, van a poder ver vous pouvez voir sur Netflix en Netflix je savais, una serie une série que se llama qui El s'appelle Eternauta. L'Éternaute. Millones la están viendo en el mundo. Des millions de personnes sont en train de La, regarder cette la série. recomiendo, es muy buena. Je vous la recommande, elle est excellente. Excelente. También su libro, Le livre, en fait, la bande dessinée sur laquelle cette série a été faite, entre esas millones entre ces millions de que la personnes están viendo qui en el regardent mundo, aujourd'hui dans le monde de cette série, hay dos il y en a deux personnes que no saben qui ne savent pas que fue su abuelo que ça a été el leur que grand-père, escribió leur el guión, grand-père qui a écrit le scénario de cette série, que está secuestrado qui a été séquestré et disparu junto con sus dos hijas, avec ses deux filles qui à l'époque étaient enceintes. que en el momento Au moment que las detuvieron elles ont été arrêtées, estaban embarazadas, elles étaient enceintes, que parieron en cautiverio qui ont accouché y que esos Ah, bebés dans la fueron prison apropiados. et que ces enfants-là, ces deux enfants, ont été volés, appropriés. Nosotros consideramos Donc on considère que estas luchas, que ces que la luttes-là, resistencia que la résistance, es importante, elle est importante. pero más importante es pasar a la ofensiva. Encore plus important, c'est de passer à l'offensive. No podemos On ne peut pas resistir résister si no podemos si nous ne pouvons pas constituir un imaginario construire un imaginaire de una sociedad d'une mejor société meilleure, para que nos acompañen pour que- millones en esa que resistencia. justement, pour que des millions nous accompagnent dans cette résistance-là. Tenemos la Nous obligación avons l'obligation de decirle al colectivo de dire la sociedad au collectif de la société que nosotros luchamos que nous, on lutte por un mundo pour de alegría, un monde de un mundo joie, de un felicidad. monde de bonheur. Uno está aquí Nous, on est ici, en esta sierra, dans cette montagne, mira ce a nuestro plateau, alrededor on regarde autour de y nous dice qué bello que es el et on mundo. dit mais quelle beauté ce monde, qu'est-ce qu'il est beau ce monde. Cuando vemos a niños Quand on voit des corriendo enfants por las verdes praderas, courant dans les prairies, là autour de nous, vemos una felicidad on voit un bonheur. que decimos, Qu'on ¿por dit- qué Mais pourquoi solamente eso puede ser para pocos? Mais pourquoi ce bonheur-là ne peut être que pour une très petite partie, un petit nombre de personnes? Y si queremos triunfar, Et si on veut triompher, gagner, creo je crois que debemos que nous devons decirle dire al mundo au monde que entier nuestra pelea, que notre lutte, que nuestro sufrimiento que por notre lo que es souffrance, cuando una persona duerme en la calle, quand une personne est dans la rue, cuando vemos las quand on masacres voit de les Gaza, massacres à Gaza,
Cuando vemos las Quand represiones on voit la en los répression países dans más les atrasados o en los les países plus en las en grandes retard ou urbes, même dans les grandes villes, luchamos on lutte para que todos pour que ellos tout le monde puedan disfrutar justement jouir, de correr, de courir pradera, dans ces prairies, de poder de comer pouvoir 4 manger veces por día, 4 fois par jour, de poder de pouvoir tener las avoir necesidades básicas les besoins garantizadas. de base garantis. Si no constituimos Sinon, un imaginario si on ne construit pas ensemble un de sociedad imaginaire mejor d'une meilleure société, para convencer a los pour nuevos convaincre jóvenes en justement esta aux nouveaux nueva jeunes etapa, dans cette nouvelle étape, desgraciadamente, malheureusement, las ultraderechas, les ultra-droites, como las que comme enfrentamos celles que en nous, este que nous momento en la faisons face Argentina, justement en Argentine, los monstruos les monstres, tienden a aparecer. ils apparaissent à ce moment-là. Creo, Je crois, estoy même convencido je suis convaincu que no hay Dios qu'il n'y a pas de Dieu que haya predestinado qui a prédestiné de que no podamos ganar. que l'on ne puisse pas gagner. Creo que podemos Je ganar, pense qu'on peut gagner, que somos la que mayoría nous sommes la majorité y que la fuerza et que la de los force sectores des populares, secteurs populaires, du que los mouvement social, trabajadores, des travailleurs, de las des naciones travailleuses oprimidas, et des nations opprimées, de los sectores des que secteurs que enfrentan la opresión, qui font face à l'oppression, tienen toda la capacidad para ont ganar toute la capacité logramos de gagner si on convencer arrive de convaincre de que lo que proponemos de ce que nous, on va proposer, ce qu'on propose, es mejor c'est mieux que esta sociedad que cette société capitalista, capitaliste, individualista, individualiste, que nos lleva qui nous amène inevitablemente a inévitablement mayor violencia, mayores à une hambrunas violence plus forte, à y la mayor faim opresión. et une plus grosse oppression. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Arriba los pobres del mundo. Et arriba los Pobres del pobres mundo. del mundo. Et debout les pauvres du monde. Pour les plus âgés d'entre nous, Marc Bloch, vous le connaissez. Suzette est sa petite fille. Marc Bloch est un historien et un résistant. Suzette veille sur sa mémoire et sur son héritage intellectuel, parfois récupéré à des fins politiques et idéologiques, comme vous le savez. La parole est à Suzette. Bonjour, citoyennes et citoyens, résistantes et résistants d'aujourd'hui. C'était il y a 81 ans, le 16 juin 1944. L'éminent historien Marc Bloch, un homme à l'allure distinguée, petit et mince, portant de fines lunettes cerclées d'intellectuels, était abattu à la mitrailleuse vers 21h dans un champ près du village de Saint-Didier-de-Formont, dans l'Ain, à une quarantaine de kilomètres de Lyon. 10 jours seulement après le débarquement allié en Normandie. Avec 29 camarades, il avait été extrait de la prison de Montluc à Lyon, menotté, puis emmené par camionnette vers ce champ de la mort. Il avait été arrêté le 8 mars 1944, transféré au quartier général de la Gestapo, dirigé par Klaus Barbie. Mars 1944, moment où pointe la victoire de la lumière, mais aussi moment d'intense répression. Ici résonnent encore dans nos mémoires les cris et les fracas des armes. Dans ce quartier général de la Gestapo, Marc Bloch fut torturé sauvagement avant d'être incarcéré dans le fort de Montluc. Il y fut jeté dans une des 122 cellules de 4 mètres carrés, occupées chacune par 8 prisonniers. Il y passa presque 3 mois, entrecoupés de terribles séances de torture. Il avait 57 ans, une femme et 6 enfants. Il était mon grand-père. C'était un médiéviste, un historien, peut-être le plus important du XXe siècle.
aux méthodes pionnières, étendant le champ de la recherche historique à la sociologie, la géographie, la psychologie, l'économie, la photographie, l'archéologie, etc. Il renouvela profondément l'histoire, mettant fin à l'histoire diplomatique, événementielle, chronologique, à celle qui relatait la vie des grands personnages. Il introduisit la méthode de l'histoire comparée pour construire une histoire globale. Ce grand savant a été martyrisé, piétiné, assassiné par la barbarie nazie et ses supplétifs, pour avoir mis ses actes en accord avec son idéal humaniste et démocrate en s'engageant dans la résistance. Il avait déjà combattu durant la Première Guerre mondiale, puis pendant la drôle de guerre de 39-40, où il fut mobilisé malgré son âge et sa famille nombreuse. Il en témoigna dans un livre incroyable que je vous recommande, L'étrange défaite. Longtemps, nous n'avons pas voulu croire que les brutes avaient éteint cette lumière, a témoigné Georges Altman, son camarade, qui dirigeait clandestinement Franc-Tireur, journal de la résistance. Nous ne pouvions pas supporter cette image. Marc Bloch, livré aux bêtes nazies, ce type si parfait de dignité française, d'humanisme exquis et profond, cet esprit devenu une proie de chair aux mains des plus vils, ajoutait-il. Après la défaite de la France face à l'Allemagne nazie en 1940, Marc Bloch doit abandonner son poste de professeur à la Sorbonne. Il est détaché à l'université de Strasbourg, elle-même repliée à Clermont-Ferrand. Touché par le statut des Juifs d'octobre 1940, il est exclu de l'enseignement, puis rétabli pour ses services exceptionnels rendus à la France et affecté en 1941, mais dans des conditions très difficiles, à l'université de Montpellier. Après l'occupation allemande de la zone dite libre, le 11 novembre 1942, Marc Bloch doit quitter Montpellier. Il se réfugie avec femmes et enfants dans la Creuse où il possédait une maison. Il est interdit d'enseignement. Pour ce patriote, antifasciste, citoyen épris de liberté, humaniste, chantre de l'esprit critique, il ne reste alors pas d'autre alternative que l'action. Fin 1942 et début 1943, à 56 ans, il rejoint la résistance. Il plonge alors complètement dans la vie clandestine, s'installe à Lyon, intégrant le mouvement Franc-Tireur. Il devient rapidement un des 3 membres du directoire régional des mouvements unis de la résistance, les Murs, sous les pseudonymes de Chevreuse, puis Arpajon et Narbonne. Il constitue les comités de la libération de la région et met en place le dispositif de l'insurrection pour les 10 départements qui dépendent de Lyon. Marc Bloch continue, malgré tout, son activité intellectuelle. Il collabore à un nouvel organe de la résistance, les Cahiers politiques, dont il devient rédacteur en chef, et à la revue Libre, éditée par le mouvement Franc-Tireur. Et l'on vit bientôt le professeur en Sorbonne partager avec un flegme étonnant cette épuisante vie de chien des rues que fut la résistance clandestine dans nos villes, toujours selon Georges Altman. Il aimait avec passion son métier d'enseignant. Dans l'enfer de la prison nazie, il se remet dans la peau d'un professeur de Sorbonne, enseigne l'histoire de France à un jeune résistant et lui explique les types de culture agraire. « Si j'en réchappe, je reprendrai mes cours », disait-il souvent à ses camarades. Je tiens aussi à rendre hommage à l'épouse de Marc Bloch, Simone Vidal, ma grand-mère, une femme remarquable
restée injustement dans l'ombre. Quand elle apprit l'arrestation de son mari en mars 1944, elle s'installa à Lyon. En mauvaise santé, elle meurt le 2 juillet 1944, peu de temps après Marc Bloch, de privation et de maladie, dans un hôpital lyonnais, interné sous un faux nom. Son corps fut jeté dans la fosse commune et nous n'avons jamais pu le réunir avec celui de notre grand-père. Elle est morte sans savoir la fin tragique de son grand-père. Leurs enfants ont également été particulièrement courageux, s'engageant dans la résistance pour les plus âgés. Alice, l'aînée, achemina clandestinement à Lyon dans les conditions périlleuses des enfants juifs en Suisse, leur sauvant la vie. Étienne a combattu dans la 2e DB du général Leclerc. Mon père, Louis, le 3e, a mené des actions de sabotage derrière les lignes allemandes, parachutées depuis Londres. Daniel a intégré les marquis d'Auvergne à 17 ans. Nous, leurs descendants, avons reçu en héritage les valeurs morales et l'engagement dans la cité pour la justice, la liberté, la vérité pour lesquelles ce grand-père a tout risqué, sa vie et sa carrière. Nous tentons, chacun à son niveau, de préserver ce legs. Toute la descendance de Marc Bloch est ancrée à gauche, voire à l'extrême gauche. Elle est exceptionnellement unie sur ses valeurs. Le président Emmanuel Macron a décidé, le 23 novembre dernier, de faire entrer Marc Bloch au Panthéon. Reconnaissance suprême de l'État. Reconnaissance que nous avons accueillie comme un grand honneur et une occasion inespérée de faire connaître au plus grand nombre son œuvre et sa vie. Mais la famille a beaucoup hésité à donner son accord à cette panthéonisation. En effet, Marc Bloch revêt une dimension exemplaire. Il est devenu une sorte d'icône de l'intellectuel juif engagé, dont bien des hommes politiques, jusqu'à Marine Le Pen, tirent bénéfice à récupérer ses combats. Nous avons finalement décidé d'accepter, par une lettre adressée au président de la République, avec plusieurs demandes pour tenter de faire respecter sa mémoire et éviter toute instrumentalisation. En voici quelques extraits. Je cite, « Une place égale doit être faite à l'historien et aux professeurs, aux résistants et aux combattants. L'association avec l'université et l'éducation nationale doit être la colonne vertébrale du projet de panthéonisation. L'intégration de la jeunesse nous semble essentielle. Nous rappelons également que l'œuvre de ce patriote convaincu est profondément antinationaliste, construite contre le roman national et la réduction de l'histoire française aux frontières nationales. Cet engagement se concrétisa jusque dans la mort. En ce sens, il nous paraît essentiel que l'extrême droite, dans toutes ses formes, soit exclue de toute participation à la cérémonie. La famille tient à ce que l'hommage soit purement civil, comme Marc Bloch le demandait dans son testament spirituel. En ce sens, aucune récupération ou présence religieuse et communautaire ne nous semble acceptable. Marc Bloch athée n'avait foi qu'en une seule idée, la République. Merci. Le statut de lanceur d'alerte lui avait d'abord été refusé, mais le tribunal des prud'hommes a fini par lui donner raison. Bonjour à tous. Je remercie l'association CRHA pour l'invitation à pouvoir m'exprimer ce jour lors d'un tel événement. Fin septembre dernier, la société Mili, ex-Adrexo, dont l'activité était la distribution en boîte aux lettres des tracts publicitaires, ainsi que sa holding Ops Group,
dirigé par un trio de dirigeants proches de la Macronie, PPS, messieurs Ponce, Pommier, Salabert, était mise en liquidation judiciaire, entraînant le licenciement de 11 000 salariés, dont une majorité de distributeurs à faible revenu, dont beaucoup de retraités, plus gros plan social depuis 40 ans, dont vous n'avez probablement pas entendu parler, déroulé dans le plus grand silence de tous les médias et de tous les politiciens. Adrexo a défrayé les chroniques médiatiques en 2021 lors du scandale d'État sur la distribution de la propagande électorale pour les élections régionales. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Darmanin, avait offert le marché à Adrexo pour 93 millions d'euros d'argent public, en retirant une grosse partie à la Poste. Environ 11 millions d'électeurs n'ont jamais reçu les documents électoraux, avec commission d'enquête parlementaire et sénatoriale, devant lesquelles Darmanin a menti en prétendant ne pas connaître les difficultés financières d'Adrexo et ses dizaines de millions d'euros de dettes auprès de l'État, impayées, alors que celle-ci était déjà sous protection de Bercy lorsqu'il était ministre des Finances. Cette introduction est là pour planter un décor historique. Venons-en à mon alerte. La fraude au chômage partiel, avec complicité des gouvernements macroniens. J'ai été salarié au sein d'Obs Group, anciennement Spire Communication, de 2002 à mai 2023, en tant qu'analyste programmeur puis analyste décisionnel au sein du service informatique. Lors du premier confinement Covid, entre mars et mai 2020, le trio PPS a demandé à bénéficier du chômage partiel à hauteur de 80% pour 17 500 salariés, masse salariale autour de 20 millions d'euros par mois. Pour l'ensemble du groupe, soit 16 millions d'euros par mois de prise en charge durant 3 mois. Dans la réalité, il nous a été imposé officieusement, sous peine d'être dégagé, de travailler à 100%. Anciens délégués du personnel et du comité d'entreprise et syndical, habitués à leurs infractions permanentes au Code du travail avec condamnations qui se chiffrent en millions d'euros cumulés au fil des années, j'ai, dès les premières incitations malsaines suivies des menaces, procédé à ce qui me permettrait de prouver ces faits graves. Collecte des mails, notes, relevés de pointage, etc. Mais également des enregistrements audio des conversations pertinentes. J'ai entamé une plainte devant le Conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence en mars 2021. Après tous les subterfuges du trio PPS pour retarder l'inévitable, j'ai fini par avoir gain de cause le 12 novembre 2024 dernier, 3 ans et demi après. Jugement prud'homal reconnaissant 18 années de harcèlement moral, 12 années de discrimination salariale, mais surtout le travail dissimulé, la fraude au chômage partiel systémique. J'avais commencé à alerter l'inspection du travail d'Aix-en-Provence en décembre 2021 pour ces 3 fautes graves. Malgré mes nombreuses relances mail, courriers, appels téléphoniques, déplacements sur place, l'inspection du travail a toujours refusé de me recevoir, jusqu'à un courrier du 19 juin 2023 de son directeur confirmant le refus d'aide sur le harcèlement moral et la discrimination salariale, mais aussi et surtout blanchissant partiellement et mensongèrement le trio PPS sur la fraude au chômage partiel, en prétextant qu'ils auraient fourni des pièces contradictoires annulant les miennes. Sauf que mes conclusions prud'homales gagnantes font 70 pages avec 150 pièces justificatives, versus PPS, des conclusions perdantes faisant une dizaine de pages de courant d'air, dont une demi-page sur la fraude au chômage partiel, avec 0 pièce contradictoire. Qui serait assez stupide de ne pas présenter ces pièces justificatives s'il en avait face à un risque de reconnaissance de faits graves répréhensibles par la loi devant le Conseil des prud'hommes? En conséquence, début août 2023, j'ai alerté et demandé investigation au ministère du Travail sur ces agissements partiaux. J'ai également déposé une plainte pénale contre le trio PPS et ses complices, internes et externes, et j'ai alerté le défenseur des droits censé aider les lanceurs d'alerte. Hélas, tous m'ont entravé et m'entravent encore aujourd'hui et continuent de protéger les 3 escrocs malgré cette décision de justice. Du côté de ma demande d'aide aux défenseurs des droits, 10 mois de perdu à me faire tourner en rond pour me refuser le statut de lanceur d'alerte. Sa directrice, censée garantir son indépendance des politiques, Mme Claire Hédon, a été nommée par Macron sur recommandation d'Édouard Philippe. Du côté de mon signalement au ministère du Travail, 3 ans et demi à ce jour à me mener en bateau entre les différents services, l'inspection du travail d'Aix-en-Provence, la direction départementale du travail des Bouches-du-Rhône, la DGEFP, Délégation générale à l'emploi et formation, service pôle juridique pour lanceurs d'alerte, la DGT, Direction générale du travail, le ministère, pour finalement me menacer de poursuites pénales, sans avoir le courage de le faire, et à reblanchir partiellement et mensongèrement une seconde fois le trio PPS, le tout avec cautionnement de ces agissements par la ministre du Travail Panosian, de Matignon et de l'Élysée. Et cela est encore vrai ce jour. Du côté de ma plainte pénale au parquet d'Aix-en-Provence, n'ayant pas pu me constituer partie civile, faute de moyens financiers, le procureur refuse de m'auditionner,
de prendre en compte mes nouvelles pièces, de m'informer. Officiellement, 3 enquêtes successives, mais en réalité, mon dossier est coincé sur une étagère depuis de nombreux mois. Aucune audition, aucun acte significatif avec risque de prescription des faits. Le procureur maintient le statut enquête préliminaire, ce qui lui permet de rester dans la non-transparence, alors que la décision des prud'hommes aurait dû l'inciter à ouvrir une information judiciaire avec désignation d'un juge d'instruction. N'oublions pas que l'actuel ministre de la Justice est M. Darmanin. Du côté des politiques, je n'ai eu de cesse depuis juin 2023 d'alerter et solliciter l'aide de tous les partis politiques, y compris des 577 députés, des 348 sénateurs, y compris les présidents de la Commission des finances, de la Commission des affaires économiques et sociales, etc. Encore hier, bilan des députés menteurs osant m'écrire qu'ils ont pris conscience de la gravité de mon dossier, qu'ils vont m'aider et faire cesser les entraves du gouvernement, etc. Non suivi des actes et zéro nouvelle réponse à mes relances. Du côté des syndicats, même musique au niveau national et aucun n'a jamais parlé des licenciements des 11 000 salariés. Du côté des médias, en parallèle de cela, je n'ai eu de cesse depuis juin 2023 d'alerter et solliciter l'aide de tous les médias et médias d'investigation, même silence collectif, excepté une vidéo et un article par le média en novembre 2023, mais passé inaperçu, à peu près 15 000 vues, puis la publication de la vidéo de mon interview de 40 minutes par Blast fin 2024, donc récemment, qui a fait 860 000 vues, avec le long article enquête du journaliste d'investigation Olivier Jourdan-Rouleau, mettant au passage en lumière les liens étroits protecteurs entre le trio PPS et Macron et la Macronie, rappelant qu'ils sont abreuvés de plusieurs dizaines de millions d'euros d'argent public, pour ne pas dire centaines, depuis plusieurs années au prétexte de sauver les emplois. Le journaliste indiquait dans ses tweets « Ces révélations devraient susciter des réactions pour ceux qu'ils mettent en cause, par exemple en matière de sincérité du budget et de maîtrise des fonds publics, puisqu'il semble que ce soit devenu la grande préoccupation du moment. C'est justement le sujet ici, où est passé l'argent public. On va donc observer de près les réactions, ou pas. Vu ce qui est révélé, ce sera un excellent témoin de l'état de la France et de sa démocratie. Bilan à ce jour, 5 mois après ces révélations publiques officielles, poursuite de l'omerta collective de tous les médias, de tous les politiciens confondus. Ma situation à ce jour est très compliquée financièrement et médicalement. Le trio PPS a réussi à me faire perdre mon dernier emploi, donc je suis au chômage depuis l'an passé, mars 2024, avec grosse perte de revenus. Je ne peux plus retrouver de travail étant grillé en tant que lanceur d'alerte. Dès qu'un employeur va taper mon nom et mon prénom Justin Bruno sur les moteurs de recherche Internet, il tombe sur l'article de Blast, ma pétition, etc. Et un employeur considère qu'un lanceur d'alerte est un fouteur de merde. Alors que cette fraude, je ne suis pas allé la chercher, elle m'a été imposée, elle m'a été infligée. Ceci malgré 30 ans d'expérience en ingénierie informatique, dont 13 années de spécialisation dans l'analyse décisionnelle, pour laquelle il y a beaucoup d'offres d'emploi. Je vais pourtant me retrouver au RSA en septembre prochain, dans 4 mois, avec toutes les galères supplémentaires qui s'en suivent, paiement du crédit immobilier, etc. Et ce combat, avec tout son lot d'entraveurs et autres complices, m'accapare malheureusement 100% de mes journées à faire des courriers, chercher les lois, etc., même en dormant que 4-5 heures par nuit. Du fait de la liquidation judiciaire, mes nouveaux entraveurs supplémentaires aujourd'hui sont le liquidateur judiciaire et l'AGS, Fonds de garantie interemployeur, qui bloque illégalement ma procédure d'indemnisation depuis 6 mois, histoire que je perde aussi beaucoup de temps à me battre contre eux, au détriment de moins poursuivre le combat original. En sachant que j'ai déjà déboursé 14 000 € pour avoir dû changer 4 fois d'avocat non intègre dans ma procédure prud'homale, et les tarifs annoncés par les avocats pour pouvoir me constituer partie civile dans ma plainte pénale sont de 10 000 €, et pour ma plainte contre l'État de 6 000 €. Bref, après 4 années de combat acharné et encore combien à venir, c'est une galère sans fin financière et médicale. En parallèle de cela, malgré une vie très sportive et saine et sans souci de santé, en lien avec le stress chronique intense associé à tout ce que je vis depuis 4 ans, sans oublier les 18 années de harcèlement moral, j'ai récolté en novembre 2023 un infarctus dont j'ai miraculeusement survécu, mais avec toutes les conséquences qui en découlent en termes de vie personnelle, à ne plus pouvoir faire ce que j'aimais, à être tributaire de médicaments quotidiens à vie avec leurs effets indésirables à court et à long terme, et avec des risques de récidive d'infarctus, voire d'AVC. Voilà comment on peut résumer la vie d'un lanceur d'alerte qui dérange les plus hauts sommets de l'État en 2025, malgré les lois Sapin 2, les lois, etc., censées aider et protéger les lanceurs d'alerte. Il m'a fallu du temps pour capter le pourquoi de toutes ces entraves, et cela est dévoilé dans la vidéo et l'article enquête de Blast de décembre 2024, mais il y a eu aussi d'autres articles médiatiques de 2021. Je pensais être un petit maillon dans la cour des dossiers sales de la Ve République, mais le journaliste de Blast m'a confié que pour lui, connaissant les différents dossiers touchant la Macronie,
Cette affaire Macron-PPS est le plus gros dossier, plus gros que l'affaire Alexis Kohler. C'est le dossier majeur qui suit l'histoire pas à pas de la montée en puissance de Macron en politique, depuis le banquier Macron qui règle les histoires de Ouest France Spire Communication jusqu'à aujourd'hui. Et involontairement, je suis un gros maillon d'un volet de cette affaire qui est déjà un gros volet à part entière. Ponce et Pommier ont contribué en tant que directeurs généraux d'Adrexo à la chute de l'empire Spire Communication. Parti remercie avec 30 millions d'euros, puis sont revenus nous racheter début 2017 sur décision du ministre des Finances Macron, juste avant qu'il traverse la rue direction l'Élysée. Ponce et Pommier étaient connus comme fervents soutiens de Macron et de la Macronie marseillaise. Ils nous ont rachetés pour 1 euro versus 65 millions d'euros de soult versés par l'actionnaire Ouest France, plus des dizaines de millions d'euros d'extinction de dette URSSAF, TVA, etc. Puis Darmanin, le maire, à la tête de Bercy, n'ont cessé de les renflouer en dizaines et dizaines de millions d'euros au prétexte de sauver les emplois, malgré le massacre perpétuel des salariés jusqu'au massacre final des 11 000, versus l'enrichissement personnel et professionnel du trio PPS. Je pense donc que les protections actuelles ne servent pas qu'à éviter la prison jusqu'à 7 ans ferme pour le trio PPS, mais également à faire en sorte que messieurs Macron, Darmanin et Le Maire n'aient pas de compte à rendre sur toutes ces sommes offertes. Souvenez-vous, au nom du quoi qu'il en coûte, qui explique les plus 1 000 milliards d'euros de dette publique. J'aurais pu vous parler des 70 millions d'euros de dividendes remontés aux dirigeants, quelques mois avant la liquidation judiciaire, des 151 millions d'euros manquant dans les comptes, des 20 millions d'euros offerts en catimini par Darmanin l'an passé en mai 2024, au même moment où le trio PPS obtenait le redressement judiciaire de Milly, des 670 millions d'euros offerts par la CMA-CGM pour une fausse pépite sur recommandation de l'État et plus précisément sur intervention de Macron, de la liquidation judiciaire programmée dont la ministre Madame Panouzian est parfaitement au courant, mais je conclus sur un point qui me tient à cœur. Qui sont les 11 000 salariés dans l'indifférence et le mépris ? Il est important pour moi de rappeler que ces gens-là ont exploité la misère humaine, les retraités précaires qui ne peuvent pas vivre de leur retraite. C'est cette chair à canon que Macron offre à ce genre de personnes peu scrupuleuses pour s'enrichir sur leur dos tout en pillant l'argent de l'État au prétexte de les sauver. En manifestation de soutien avec les salariés de Milly ex-Adrexo, je me suis retrouvé avec un distributeur de 78 ans m'indiquant que sa collègue de travail avait 93 ans. Cela ne vous choque-t-il pas? Est-ce cela que nous voulons comme présent pour nos parents, nos grands-parents et comme avenir pour nos enfants, petits-enfants? Voilà ce que Macron nous offre, de l'esclavage jusqu'à notre dernier jour sur Terre pour gaver une poignée d'ultra-riches. Je peux même vous citer le cas d'Adrien Trivaletto, âgé de 87 ans, qui a gagné son procès prud'homal au bout de 6 ans de procédure, après les subterfuges de renvois habituels des escrocs, malheureusement décédé 8 jours avant de gagner. C'est aussi cela que je dénonce dans cette affaire Macron-PPS qui doit éclater au grand jour pour que ce système-là ne puisse plus exister. J'espère que cette prise de parole me permettra peut-être des nouveaux contacts et des échanges en parallèle de l'événement. Je bataille notamment pour trouver des avocats compétents, intègres et militants, prêts à me suivre et à m'aider. Si bien que cette voyoucratie institutionnelle se sait non inquiétée pour le moment et le trio PPS peut continuer à couler des jours heureux sur les millions d'euros acquis salement. La solidarité citoyenne massive est la seule chose qui peut m'aider pour tenter d'avoir un rapport de force, étant seul isolé face aux remparts macroniens tous azimuts et face aux nombreux silences complices. Si vous tapez sur Internet Justin Bruno, argent du Covid, Macronie, scandale d'État, vous devriez tomber sur la vidéo de l'article de Blast, mais également sur ma pétition de solidarité citoyenne sur mesopinions.com. Et j'ai juste mon QR code ici sur mon t-shirt si cela vous intéresse pour en savoir plus. Merci de m'avoir écouté. Merci. Tran, depuis 10 ans, franco-vietnamienne, a lancé une procédure devant la justice française contre plusieurs géants de la pétrochimie, dont Bayer Monsanto, pour avoir produit le sinistre agent Orange. Entre 1964 et 1975, ce puissant herbicide a été déversé en masse sur le Vietnam, le Cambodge et le Laos par l'armée des États-Unis pour détruire les récoltes et la forêt où se réfugiaient les combattants Viet-Cong. Cela a occasionné des dégâts environnementaux irréversibles et ça a fait des millions de victimes atteintes de pathologies comme des cancers ou des malformations cardiaques ou osseuses. Aujourd'hui âgé de 84 ans, Tran Tonga continue à se battre pour faire entendre leur voix pour la justice, malgré un dernier revers en août dernier, car la Cour d'appel de Paris a confirmé le caractère irrecevable de sa demande
au motif que les entreprises poursuivies ne pouvaient pas l'être devant la justice française. Je suis arrivée exprès de Vietnam pour assister à ce noble événement et pour vous transmettre les salutations, le respect de tous mes concitoyens vietnamiens qui ont résisté pendant toutes les guerres au Vietnam et encore aujourd'hui contre les guerres qui se passent dans le monde entier. Donc, salutations et respect du Vietnam. Merci. Je suis, comme Mireille a dit, je suis Tran To Nga, née en 1942 dans un Vietnam alors occupé, en guerre, et où l'idée même de liberté était un combat quotidien. Et ça continue jusqu'à présent, et encore. Mon enfance a été marquée par la résistance. Et très tôt, j'ai compris qu'il fallait se lever pour que le monde change. Toute ma vie, je me suis tenue fidèle à un serment, vivre et lutter pour le bonheur du peuple. Ce n'est pas un slogan pour moi, c'est une promesse intime, profonde, qui guide chacun de mes pas depuis l'enfance. Merci. Je suis la fille d'une femme d'un courage exemplaire. Elle était présidente de l'Union des femmes de la libération du Sud-Vietnam. Elle a été arrêtée, torturée, puis enterrée vivante par les alliés américano-sud-vietnamiens. J'ai retrouvé ses ossements plus de 30 ans après, le crâne à 20 cm seulement de la surface de la terre, en position assise. Et j'ai retrouvé encore les cordes qui l'ont ligoté, quoi. Voilà. Donc, jusqu'au bout, ma mère a gardé sa dignité, sa fidélité à ses convictions et sa foi dans le peuple. C'est dans cette lignée, dans cette école de droiture et de sacrifice que j'ai grandi. Moi-même, j'ai été engagée dans 2 guerres. D'abord contre le colonialisme français, parce que j'étais devenue messagère, agence de liaison à l'âge de 8 ans et jusqu'à présent. Puis contre l'intervention américaine. Pendant 4 mois, j'ai fait la piste de Ho Chi Minh pour regagner le Front national de la libération du Sud-Vietnam. Et puis, j'étais devenue formée pour être chimiste. J'étais devenue journaliste de guerre et messagère pour la résistance. J'ai vécu dans les zones de combat, traversé les forêts pleines de bombes et de pièges. J'ai même enterré mes camarades morts avec mes mains même. Et finalement, j'ai respiré, j'ai reçu le poison qu'on appelait les folions, donc qui contenait une forte dose de la dioxine. Et c'est comme ça que, sans le savoir, j'étais devenue victime aussi de ce poison-là. Mais je suis aussi une mère. J'étais une fille, mais je suis aussi une mère. Une de mes filles est morte à quelques mois, victime des malformations dues à ce poison aussi. Et c'est seulement plus de 30 ans après que j'ai su que je ne suis pas une mère si mauvaise, que ce qui a tué ma fille, c'est ce poison, c'est l'agent orange. Et aujourd'hui, je vis aussi avec de nombreuses maladies, des cancers, de toutes les maladies qu'une personne peut en avoir. Moi, je porte en moi et je vis avec toutes ces maladies et j'ai transmis aussi toutes ces maladies à mes enfants et à mes petits-enfants. Et ça va se transmettre encore de génération en génération. C'est ça le crime de la guerre chimique, le crime de l'agent orange.
mais je suis encore là, avec vous. Merci. Et je continue à lutter parce que la justice ne doit pas s'arrêter à la frontière des puissants. Ne doit pas s'arrêter à la frontière des puissants. Et pourtant, j'ai passé 2 tribunaux et la justice n'a pas été reconnue, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que aujourd'hui je suis avec vous pour vous parler de la justice, de l'injustice et de la justice. En 2014, j'ai intenté un procès contre 26 multinationales américaines qui ont fabriqué et fourni l'agent orange pour l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Cette décision, je l'ai prise pour briser le silence, parce que sinon, le crime va être enseveli dans l'oubli, dans les poussières du passé. Je suis la voix de millions de victimes vietnamiennes et des milliers aussi de victimes dans d'autres pays, soit les États-Unis et en Australie par exemple, dans des pays où on a envoyé les soldats pendant la guerre au Vietnam. Et ils sont revenus victimes aussi parce qu'ils ont été aussi touchés ou bien s'approcher de ce poison. Je suis la voix de ces corps brisés, mais dont la mémoire reste debout. Ce procès, c'est une longue marche. Aujourd'hui, cela fait déjà 12 ans. 12 ans de ma vie. Et je pense que c'est mon dernier combat, quoi. Mais après, si je disparaîtrais, ce serait vous qui me remplacerez. Merci. Parce que je n'ai jamais envisagé de renoncer. Malgré mes 84 ans, malgré les maladies, je continue parce que ce combat est juste et même noble. Il dépasse ma personne. Merci. Il parle d'humanité, de responsabilité, de solidarité. Aujourd'hui, je sais que je ne suis pas seule. Aujourd'hui, avec vous, je suis encore plus forte. Merci beaucoup de votre présence. Grâce au soutien d'associations, de collectifs, d'avocats et de citoyens engagés, je me sens portée, soutenue, encouragée. Mon avocat maître William Bourdon a dit un jour, c'est le vent de l'histoire qui a amené Nga sur ce chemin et nous n'avons qu'à la suivre. Cette phrase me touche profondément, car ce n'est pas moi qu'il faut admirer, c'est ce combat collectif pour la justice, pour la vérité, pour les générations futures. Être ici, sur ce plateau chargé d'histoire, est pour moi une grande émotion, car ici, nous honorons celles et ceux qui ont résisté, qui ont mis leur vie au service d'un idéal plus grand qu'eux-mêmes. Ma lutte s'inscrit dans cette continuité, celle de la dignité humaine, de la justice et du respect de la vie. Notre devise est patience, courage. On essaie aussi d'espérer, mais le mot, c'est la détermination. Notre chemin, notre combat va encore durer pendant des années. Du haut de mes 84 ans, j'essaierai quand même de survivre jusqu'à la fin. Mais je sais très bien que maintenant qu'on est ensemble, alors même si je disparaîtrai, vous serez là. Ouais. Je suis très, très émue parce que sur ce plateau, je pense à tous ceux qui ont disparu, à ma mère, à tous ceux qui ont disparu, qui ont sacrifié leur vie pour nous, pour notre présent, pour notre avenir. Donc, soyons tous dignes de ces sacrifices, dignes d'eux,
et on continue à se battre. Le dernier mot. J'ai une pensée pleine de tristesse et de compassion pour le peuple palestinien, pour ce qu'il endure de la part de l'armée israélienne. Les causes invoquées ne sont pas justes, c'est vrai, c'est pas juste. Et les attaques contre la population civile sont inhumaines. Cela me fait penser aux bombardements et aux attaques que subissait mon pays pendant la guerre américaine. Grosse armée contre petit peuple, c'est ainsi aujourd'hui à la bande de Gaza. Je vous remercie. Mina est représentante du collectif Solidarité Kanaki et de l'Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités. Elle porte la voix de plusieurs revendications s'inscrivant dans des décennies de lutte anticoloniale. En mai 2024, il y a eu une forte mobilisation consécutive à l'adoption controversée d'une loi modifiant le corps électoral en Kanaki Nouvelle-Calédonie. Cette décision va à l'encontre de l'accord de paix de Nouméa, signé en 1988, et qui avait pour objectif de mettre en place un long processus de décolonisation. La parole est à Mina. Bonjour à toutes et tous. Merci au CRHA pour cette invitation. Je suis très émue et honorée de prendre la parole sur ce plateau magnifique au lieu de la résistance. Salutations fraternelles de mes camarades en Kanaki. Salutations fraternelles des prisonniers dans les prisons françaises, les prisonniers kanaks politiques. Je vais vous parler de la lutte du peuple kanak et aussi de mon parcours dans cette lutte. Résistance d'un peuple kanak qui n'a jamais cessé de lutter contre le colonialisme français, qui s'est battu depuis la prise de possession en 1853, alors qu'ils étaient installés, qu'ils étaient sur cette terre depuis 3000 ans. Ils n'ont jamais cessé de se battre, que ce soit à la prise de possession en 1878, puis en 1917, puis en 1984, en 1988, et dernièrement encore le soulèvement du peuple kanak en 2024. J'ai connu les militants kanaks en France dans les années 84-85, lors de la quasi-guerre civile. Je militais à l'époque dans les quartiers populaires en France. Je vivais à Mantes-la-Jolie. Je suis fille d'ouvriers algériens, fille de militants du FLN. Et moi, me voilà aujourd'hui engagée dans le FLNKS. On s'entraidait dans nos manifestations. J'étais jeune. La Calédonie, pour moi, c'était une colonie française très lointaine, où on avait déporté les bagnards de l'insurrection kabyle, mon pays d'origine, et aussi les communards. Je n'aurais jamais imaginé que j'allais passer une partie de ma vie là-bas. Je me suis engagée dans la lutte pour l'indépendance de Kanaki dans ces années-là. Et depuis, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais cessé ce combat. J'ai rencontré mon compagnon, qui était un leader indépendantiste kanak, originaire de Lifou, une petite île de Kanaki. Je suis entrée dans la famille kanak, dans le clan, en même temps que dans la lutte indépendantiste. Je l'ai accompagné pour vivre là-bas en 1987. Moi qui venais d'un quartier populaire, me voilà dans la tribu de Répéné, sur une petite île à l'autre bout du monde. En 88, à la naissance de mon fils, en pleine guerre d'Ouvéa, j'ai vécu tout cela en direct. J'étais sur l'île toute proche, où 19 indépendantistes kanaks ont été tués par l'armée française dans la grotte d'Ouvéa. Juste après les accords de Matignon-Oudinot, en 89, je suis entrée à la télévision, à RFO, et je me suis engagée aussitôt dans l'USTKE, le syndicat indépendantiste, qui mène un combat très difficile. C'est une organisation combative qui pèse dans les entreprises et dans la rue. C'est la bête noire du patronat local. Le syndicat est constitué quasi essentiellement de travailleurs kanaks, de petites gens. J'ai découvert une combativité et une solidarité exemplaires. L'USTKE se bat contre les inégalités qui sont criantes en Kanaki. 25% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Seulement 8% de cadres kanaks, alors que 75% des patrons sont métropolitains. En bas de l'échelle, ce sont toujours les kanaks, dont les revenus sont 2 fois moins élevés que celui des non-kanaks. Et la vie est 3 fois plus chère qu'en France. Je suis rentrée en France dans les années 2008. Depuis, je fais le va-et-vient entre les 2 pays, car j'ai ma famille là-bas. On m'a demandé de garder un lien, et je suis mandatée aujourd'hui
pour représenter l'USTKE et le Parti travailliste au sein des congrès, des manifestations, des réunions politiques. Une représentation qui est devenue très politique. Nous devons expliquer la situation coloniale qui perdure là-bas, dénoncer les injustices, les inégalités, les discriminations sociales qui sont persistantes. Nous avons créé le collectif Solidarité Kanaki en France en 2009, collectif qui relaie les luttes du mouvement indépendantiste qui organise la solidarité en France. Nous avons intensifié cette solidarité depuis mai 2024, lors du soulèvement du peuple kanak. Au moment où l'État décide de passer en force un projet de loi pour permettre aux nouveaux arrivants de pouvoir voter, cela rendrait encore plus minoritaires les voix des Kanaks. Je rappelle que la population de Calédonie, c'est 270 000 personnes. Les Kanaks représentent 41% de la population. Ils ont été rendus minoritaires sur leur propre terre suite à cette colonie de peuplement. Deux blocs s'affrontent, indépendantistes et non-indépendantistes. Et les résultats, à chaque vote, sont toujours très très serrés. Au dernier référendum, au deuxième, le troisième a été boycotté par les indépendantistes, il ne manquait que 9 000 voix pour accéder à l'indépendance. Donc ce projet de loi de l'État français verrait s'envoler le rêve d'indépendance des militants des Kanaks. Tout cela était pour eux inacceptable. La jeunesse s'est révoltée, une nouvelle révolte, le 13 mai 2024, le jour du passage même à l'Assemblée nationale. La révolte est partie des quartiers populaires et s'est répandue très rapidement dans toute la banlieue de Nouméa. Une révolte politique et sociale. Sociale, pourquoi? La marmite a trop chauffé et ça explose. Les violences et la détermination de cette jeunesse a surpris tout le monde, jusqu'aux indépendantistes. Un trop-plein d'humiliation, des jeunes qui ne croient plus en rien, discriminés racialement, des discriminations raciales très fortes et persistantes, une marginalisation croissante de la jeunesse kanak, discriminée à l'embauche, au logement, aux loisirs, l'échec scolaire très important. Et que s'est-il passé ce 13 mai? Eh bien, des incendies. 700 entreprises ont été brûlées, les centres commerciaux, des écoles. Le couvre-feu a été déclaré, l'état d'urgence. On déplore 14 morts, dont 11 jeunes Kanaks depuis le 13 mai. La plupart des jeunes Kanaks tués par le GIGN ou par des milices coloniales et racistes qui faisaient la chasse aux Kanaks. La répression qui a suivi a été terrible. 6 000 forces de l'ordre pour mater la révolte. 3 000 arrestations. Il leur fallait des responsables à cette révolte. Ce sont les responsables de la CCAT, cellule de coordination des actions de terrain issue du FLNKS, qui en paiera le prix. Les leaders sont arrêtés, mis 96 heures en garde à vue et déportés dans les prisons françaises dans des conditions inhumaines. Une justice expéditive et très sévère, 250 mandats de dépôt et la déportation de 7 responsables indépendantistes à 17 000 km de chez eux, dont Christian Théin, président du FLNKS, toujours à l'isolement, dans la prison de Lutterbach, dans l'est de la France. La justice coloniale frappe fort. Des chefs d'inculpation très lourds ont été prononcés contre ces responsables. L'État français s'acharne sous la pression de la droite locale pour briser la résistance du peuple kanak. À côté de cela, des dizaines de jeunes sont déportés dans les prisons françaises pour faire de la place dans les prisons surpeuplées et aussi par rapport à la mutinerie qui a eu lieu le lendemain du soulèvement. Ils sont emprisonnés. Ils étaient emprisonnés dans une prison, vestige du bagne, une des pires prisons de France, insalubre et surpeuplée, population carcérale essentiellement kanak. La déportation politique est très importante. La France renoue à présent avec un très ancien mode opératoire, brutal de la répression des révoltes et des résistances dans ses colonies. À côté de cela, les conséquences économiques et sociales sont terribles. 20 000 salariés au chômage partiel ou total. Cela représente presque un tiers du total des travailleurs du secteur privé. Aujourd'hui, cela fait presque un an que nos camarades sont emprisonnés. Je rappelle que la déportation des prisonniers de Kanaki, qui est un territoire non autonome sur la liste des pays à décoloniser en France, est illégale vis-à-vis du droit international. Cet acharnement judiciaire, sans respect du droit fondamental au maintien des liens familiaux et aussi à la défense, car les avocats sont souvent en Calédonie. Aujourd'hui, la solidarité s'exerce un peu partout en France, et heureusement, pour dénoncer cette justice coloniale. Des manifestations ont lieu devant les prisons, devant les tribunaux, des réunions publiques. Les manifestations aussi aux côtés du peuple palestinien, avec qui nous manifestons, et cela nous a donné beaucoup de visibilité. Notre dernière manifestation
manifestation pour dénoncer la justice coloniale, nous n'étions que 200 dans les rues de Paris. Pour nous, c'est important, même 200 personnes, avec le collectif Solidarité Kanaki. Des pétitions tournent. J'ai un communiqué avec moi, si vous voulez signer, avec un QR code que vous pouvez scanner pour signer. Des pétitions tournent. Les cagnottes pour aider aux frais juridiques qui sont énormes. Pour aider les familles qui sont complètement démunies. Pour aider les prisonniers et les familles des prisonniers. Plus que jamais, nous avons besoin de solidarité pour exiger la libération des prisonniers politiques et la poursuite du processus de décolonisation jusqu'à l'indépendance de la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Merci de votre écoute, de votre soutien. Merci à Marguerite pour la traduction. Et vive la lutte du peuple kanak. Pierre est né en Haute-Savoie. Il est ingénieur, puis il est devenu docteur en physique. À peine embauché, il adhère à la CGT, ce qui incitera son premier employeur à le licencier pour des motifs déguisés. Réembauché dans une entreprise de la vallée de l'Arve, il vient à nouveau de se faire licencier pour faute grave cette fois, à cause de propos tenus hors de son entreprise. Aujourd'hui au chômage, la procédure suit son cours. Je me présente, donc je m'appelle Pierre Delullier, je suis docteur en physique et je suis militant à la CGT de Haute-Savoie. Né en Haute-Savoie, je n'ai découvert le militantisme qu'en rentrant de mes études il y a 2 ans. À ce moment-là, les manifestations contre la réforme des retraites sont nombreuses et c'est par un camarade de promotion que je rencontre les camarades de l'union locale de la CGT d'Annemasse. Je deviens alors militant et je commence à dénoncer le capitalisme, le fascisme, le patriarcat et toutes ces aberrations. Je parle avec ma famille, j'échange avec des collègues, je débat avec les personnes que je rencontre. Depuis lors, j'ai découvert à mes dépens la difficulté qu'il y a aujourd'hui à militer, ne serait-ce qu'en prenant la parole. Depuis ces 2 ans que je travaille en Haute-Savoie, j'ai été licencié 2 fois pour des motifs fallacieux. La première fois pour avoir osé prendre la parole lors des réunions du personnel, j'ai été licencié dans le seul et unique but d'écarter de l'entreprise un salarié syndiqué et militant avant qu'il ne devienne, du point de vue de l'employeur, un véritable problème. La seconde fois, plus récente, pour avoir osé parler avec des collègues du génocide en cours à Gaza. Sans jamais avoir discuté du sujet avec la direction, j'ai été convoqué à un entretien disciplinaire pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire le 23 avril de cette année. Lors de l'entretien disciplinaire du 7 mai, le directeur m'a accusé de l'avoir pris à partie au détour d'un couloir concernant la situation en Palestine et de l'avoir insulté. Cet énorme mensonge a finalement été utilisé comme prétexte pour me licencier pour faute grave quelques jours après. Que l'on soit clair, je n'ai jamais parlé du sujet de Gaza avec le directeur et je ne l'ai jamais insulté. Cette soi-disant discussion n'a jamais eu lieu. J'aurais effectivement aimé débattre du sujet dans cette entreprise qui a pour client les industries de l'armement israélien. Mais la direction s'est débarrassée de moi avant de pouvoir réellement évoquer le sujet. Aujourd'hui, je suis privé d'emploi par cette entreprise qui refuse ma réintégration. Je refuse de me laisser faire et j'irai au prud'homme afin de retrouver mon travail sans jamais arrêter de discuter, débattre et d'échanger avec mes collègues. Je ne suis pas le seul syndiqué en Haute-Savoie victime de répression syndicale, particulièrement dans le domaine de l'industrie où les méthodes sont de plus en plus violentes et outrancières, qui elles mettent à l'écart et poussent à bout les employés comme chez Péguissage ou qui elles licencient carrément pour des motifs plus que douteux comme chez NTN et SNR, les employeuses n'hésitent pas aujourd'hui à mentir pour se débarrasser d'éléments considérés comme gênants. Pire encore, elles usent de tous les moyens pour stigmatiser le syndicalisme et monter les salariés contre celles et ceux qui se battent au quotidien pour défendre leurs droits. En France, de manière générale, la répression syndicale s'intensifie depuis 2017 et l'élection de Macron. Les réformes successives du Code du travail ont entraîné la perte de nombreux droits syndicaux conquis de haute lutte. Citons par exemple la création des CSE, remplaçant les CE et CHSCT, entraînant une baisse des moyens alloués aux syndiqués. Les discours politiques dans les médias sont eux aussi de plus en plus décomplexés, allant parler de terrorisme syndical ou comparant des grèves des transports à une prise d'otages. Plusieurs enquêtes montrent aujourd'hui l'intensification de cette répression syndicale et montrent une augmentation de la peur des travailleuses
à s'engager pour leurs idées. Oui, aujourd'hui, prendre la parole au sein d'une entreprise est un risque devenu tellement grand que la plupart des salariés se taisent. La moindre des contestations est violemment réprimée par la direction. Que l'on revendique une augmentation de salaire, que l'on dénonce des faits de harcèlement ou de violences sexuelles ou sexistes, ou encore que l'on s'interroge sur le management ou l'organisation du travail dans l'entreprise, toute prise de parole est devenue un risque. Pour revenir sur mon cas, je n'ai fait que prendre la parole lors de débats avec des collègues en dehors du temps de travail sur le génocide en cours à Gaza. J'ai évoqué la possibilité que mon entreprise, Amphenol Socapex, arrête de travailler avec des industries de l'armement israélien et j'ai donc été licencié. Nous ne devons pas nous laisser intimider pour cela. La lutte syndicale est aujourd'hui plus que nécessaire pour combattre ensemble le capitalisme, le fascisme et pour aller vers une transformation sociale de notre monde et environnementale. La direction peut réprimer un salarié isolé, mais ne pourra jamais réprimer un collectif de travailleuses unies. C'est ensemble, dans notre travail collectif, que nous pourrons réinventer la société de demain. N'ayons pas peur de parler, n'ayons pas peur de débattre, n'ayons pas peur de nos idées. La résistance commence là. À l'instar de la libération de la parole contre les violences sexuelles et sexistes, libérons la parole anticapitaliste, la parole antiraciste, la parole LGBT, la parole féministe, la parole écologiste, etc. Élevons ensemble nos voix pour un travail libre et juste. Et aujourd'hui, plus que jamais, élevons ensemble nos voix pour la Palestine. Nous allons donner la parole à Mohamed Aboussal, ainsi qu'à Soha, qui traduira. Merci à elle. Mohamed est un artiste gazaoui, dont le travail est reconnu à l'international. Il a fui le génocide en cours à Gaza avec sa famille. Par son travail artistique et sa prise de parole aujourd'hui, il revient sur son parcours, porté par l'espoir de jours meilleurs, l'espoir de revivre. Mohamed, à toi. اسمي محمد أبو سل. هجر أجدادي إلى قطاع غزة عام 48 عام النكبة. ولدت في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة في فلسطين. عايشت الانتفاضة الأولى ومن ثم مرحلة اتفاق أوسلو. Je m'appelle Mohamed Aboussal. Je suis né dans le camp de El-Brej pour les réfugiés au centre de la bande de Gaza en Palestine. Mes grands-parents ont été déplacés dans la bande de Gaza en 1948 suite à la Nakba. J'ai vécu la première intifada, puis les accords d'Oslo. عام 2004 تزوجت أمال ولدينا الآن 5 أطفال. صنعنا سعادتنا بأنفسنا في منأى عن كل تعقيدات الحياة التي تسبب بها الاحتلال وانتهاكاته المتتالية. En 2004, j'ai épousé Amal, qui nous a donné 5 enfants. Nous avons construit notre bonheur de nos mains, loin des complexités de la vie causées par l'occupation et ses violations continues. بشكل موازي كان الفن عالمي الذي يمدني بالطاقة والأمل دوما، بالإضافة إلى ما صنعناه مع الأصدقاء الفنانين في مجموعة التقاء منذ العام 2002 حين قررنا الاعتماد على أنفسنا في بناء قطاع الفنون البصرية في قطاع غزة. En parallèle, je me donnais à l'art qui a toujours représenté pour moi une source d'énergie et d'espoir. Tout comme le groupe d'amis artistes avec qui nous avons créé le collectif Eltika en 2002. Nous voulions compter sur nous-mêmes et créer les premiers ateliers de l'art visuel dans la bande de Gaza. كنا نخطط سويا لإيصال صوتنا وفننا إلى العالم، فالفن مسؤولية وليس رفاهية. ساهمنا في تأسيس جاليري التقاء. صمد هذا الصرح في وجه كل الظروف الصعبة حتى دمر خلال حرب الإبادة الحالية. Nous travaillons ensemble afin de porter notre voix et notre art au monde. Pour nous, l'art est une responsabilité, non un luxe. Ainsi que nous avons fondé la galerie Eltika, qui a fait face à de multiples difficultés jusqu'à ce qu'il soit détruit par cette guerre génocidaire en cours.
على الصعيد الشخصي اتجهت للتعبير من خلال الرؤى الإيجابية والتخيل لمستقبل أفضل. قدمت مشروع مترو في غزة والذي يطرح مفهوم إعادة ربط ما قام الاحتلال بتقطيعه للأراضي الفلسطينية من خلال تخيل شبكة مترو تحت الأرض داخل غزة مرتبط بشبكة خطوط قطارات توصل غزة بالضفة وبباقي الأراضي الفلسطينية. Quant à moi, j'ai choisi de mettre en œuvre mon esprit positif et mon imaginaire pour un futur meilleur. J'ai créé le projet Métro à Gaza, un concept qui permet de relier les territoires palestiniens découpés par l'occupation grâce à un réseau de métros sous terre à l'intérieur de Gaza, relié à des chemins de fer qui permet d'aller de Gaza à la Cisjordanie et aux autres territoires palestiniens. خلال هذه الحرب قام جيش الاحتلال بتدمير منزلي ومرسمي بالكامل، حتى فقدت معظم ما أنتجته في حياتي من أعمال فنية. اضطررنا للنزوح عدة مرات حيث المعاناة في توفير الماء والطعام. لم يعد هناك مكان آمن، حتى قررنا الخروج من غزة والابتعاد عن القصف لفترة. خرجنا من قطاع غزة في وداع مؤلم للأهل والأقارب بتاريخ 1 مايو 2024 إلى القاهرة. Durant cette guerre, l'armée d'occupation a détruit ma maison et mon atelier en entier. J'ai perdu presque toutes les œuvres que j'avais créées. Nous avons dû être déplacés plusieurs fois, souvent à la recherche d'eau et de nourriture. Plus aucun endroit n'était sûr. Nous avons donc décidé de quitter Gaza momentanément loin des bombardements. Quitter les amis et la famille pour le Caire s'est fait douloureusement le 1er mai 2024. وصلنا مرسيليا بتاريخ 23 سبتمبر 2024 حيث حصلنا على إقامات مؤقتة. لا تزال الأخبار المأساوية ترد من غزة ومن فلسطين، وهذا يجعلنا في حالة خوف وقلق باستمرار. أتمنى أن تتوقف تلك الإبادة وأن يكون هناك حلاً إيجابياً في الأفق لأننا نستحق حياة كريمة ووطناً آمن. Nous sommes arrivés à Marseille le 23 septembre 2024 avec des permis de séjour temporaires. Et pourtant, les nouvelles tragiques de Gaza, de Palestine, nous maintiennent dans un état de peur et d'inquiétude continue. J'espère que ce génocide prendra fin et qu'on trouvera une solution positive, car nous méritons de vivre dignement dans un pays sûr. Mohamed a envie de vous lire un poème qu'il a écrit à Marseille. De l'impolitesse d'un génocide. أن نستفيق على كابوس كبير وأبدي، أن نعاصر ونعايش محاولة فنائنا بأعيننا. Se réveiller en plein cauchemar, immense et sans fin, vivre et survivre sa propre extermination et la regarder de ses propres yeux. فعل قذر مستمر تبعاته لن تفارق تدوينات التاريخ. Un sale acte qui continue et dont les méfaits seront inscrits dans l'histoire à jamais. إن من صنع الإبادة صنعها بكل كفاءة ووحشية. إن لم تكن رد فعل غاضب ومتسرع، بل عمل وجرم جماعي متقن ومعد له منذ زمن بعيد. وظفوا كل إمكاناتهم وطاقاتهم، استعانوا بسند ومدد من هنا وهناك حتى تمكنوا من تدمير وإبادة معظم إرثنا. Ceux qui ont fabriqué ce génocide l'ont fabriqué avec efficacité et monstruosité. Ce n'est en rien une réaction instinctive de colère. Il s'agit bien d'un acte criminel collectif, prémédité et planifié depuis bien longtemps. Ils y ont mis tout leur talent et toute leur capacité,
aidés et soutenus de partout pour qu'ils puissent tout détruire ou presque de notre patrimoine. لقد اعتادونا العيش تحت تهديداتهم. سوف ندمر غزة، سوف نرحلكم خارج البلاد، سوف نصنع لكم نكبة جديدة، نحذركم من جحيم كبير، لن تهنأوا بالعيش، لن ولن ولا. Nous vivons sous leurs menaces. Ils disent, nous détruirons Gaza, nous vous déporterons, nous ferons une nouvelle Nakba. Ce sera l'enfer. Vous n'aurez plus jamais une vie tranquille. Et encore, et encore. غلقوا الطرق والمنافذ، عقروا منابع الماء والكلأ، أبادوا ما تبقى من سيادتنا على الأرض. Les routes sont fermées. Tout est bloqué. Plus d'eau, plus rien à manger. Ils ont écrasé tout ce qui restait de notre souveraineté sur cette terre. لم يسلم البشر ولا الحجر ولا حتى الشجر، لم تسلم المشاعر والحواس ولا حتى الأحلام. ترصدوا طموحاتنا وراقبوا آمالنا كي يجهزوا عليها. Rien n'a été épargné. Les humains, les pierres, les arbres, les sentiments, les sensations et même les rêves. Ils ont pris pour cible nos ambitions et nos espoirs pour y mettre fin. قطعوا الأنسال ورفعوا طاقة الشر إلى أعلى مستوياتها. حولوا غزة إلى ساحة تجريب لكل اختراع دموي جديد. حولوها إلى مسرح للتخلص من فائض وبقايا قنابل الحرب العالمية الثانية. Ils ont décimé des familles entières et dépassé tous les records du mal. Ils ont transformé Gaza en un laboratoire pour expérimenter toutes les inventions sanguinaires. Ils l'ont transformé en une déchetterie, en une décharge dans laquelle ils ont déversé le surplus d'armes de la Deuxième Guerre mondiale. لقد صنعوا زلازل وبراكين وكوارث وحشية. Ils ont provoqué des tremblements de terre, des volcans et des désastres monstrueux. ورثوا من المستعمر الأقدم خرائط راديكالية للهيمنة وإدارة النزوح. Ils ont hérité du colon précédent les plans pour étendre leur hégémonie et planifier la déportation. أحد الجنود يهدي حبيبته تفجيرا لحي في رفح، وأحد الجنود لون الانفجار بلون أزرق ليفاجئ زميله بحمل مولود ذكر جديد، وآخر Un soldat offre à sa bien-aimée en cadeau l'explosion d'un quartier de Rafah. Un autre met du bleu sur la photo de l'explosion pour annoncer un fils à venir. Et encore, et encore. استباحوا ولعبوا ولهوا بمصائرنا دون حسيب ولا رقيب. Ils ne se sont rien interdit. Ils ont joué, ils ont fait ce qu'ils voulaient de nos vies en toute impunité. في أدب التحمل والمقاومة. De la résilience et de la résistance. لن نرضخ لنكبتين. سنتكافل ونتضامن مع أنفسنا إلى أبعد الحدود. Deux Nakba. Mais nous ne céderons pas. Nous serons solidaires les uns des autres, main dans la main jusqu'au bout. قلوب الأمهات ملاذات الأمن للجميع. Le cœur des mères reste le refuge pour tous. البيت يأوي الكثير. نتقاسم الماء والزاد. نواسي بعضنا ونشد على وثاقاتنا حتى نرفع طاقة الخير إلى أعلى الحدود. On s'entasse dans une maison. On partage l'eau et la nourriture. On se console et on reste unis. C'est ainsi qu'on nourrit la source du bien jusqu'au bout.
نصنع خرائطنا الذهنية، نحدد مآوي النزوح ومسارات التحرك عن الأمن باحثين. Nous définissons nos itinéraires, nous traçons nos propres cartes mentales à la recherche de sécurité. ننحني لوفاء الحمير، رفيقة النزوح واللجوء، إسعافات المصابين وناقلات قوافل الشهداء إلى المقابر كل حين. Nous remercions l'âne pour sa loyauté, ce compagnon de route de la déportation et du refuge, cette ambulance improvisée qui transporte nos blessés, mais aussi nos martyrs vers le lieu, leur dernier lieu. كلنا مسعف وطبيب، نتقن جبر الخواطر حتى لا نتساقط كالأوراق في الخريف. Nous sommes tous ambulanciers et médecins. Nous savons nous consoler et nous soutenir pour ne pas tomber seuls comme les feuilles d'automne. نؤجل الصراخ والنحيب والدمع إلى أجل حتى حين، يحدونا أمل نبقى صامدين حتى ينبت جيل جديد. Nous crierons, nous pleurons, nous verserons nos larmes. Plus tard, nous gardons l'espoir, génération après génération, sans baisser les bras. Debout.